Bienvenue à la voix de la résistance congolaise, un nouveau rendez-vous hebdomadaire pour mieux alerter, recadrer et informer les Congolais de manière continue. La voix de la résistance congolaise, c'est la voie vers la libération de la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à la voix de la résistance congolaise, spéciale édition pour cette fin d'année. Il est de notoriété publique qu'à l'approche des festivités marquant bien sûr la fin de l'année, les hommes politiques, pas tous, mais ceux ayant pignon sur rue, souvent ils adressent un message sous forme de discours. Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, le père de la résistance présidentielle de la Pareco, il l'a toujours fait par le biais des médias patriotiques. Mais cette fois-ci, en lieu et place d'un discours, il a bien accepté volontiers d'avoir avec nous une sorte d'entretien à bâton rompu. Ceci, c'est bien sûr pour lui permettre non seulement de faire le point sur l'actualité politique de notre pays, la RDC, mais aussi pour dresser le bilan de l'année qui s'achève et surtout énoncer les perspectives d'avenir pour l'année 2015 qui pointe déjà à l'horizon. Pour ce faire, il a préféré s'entretenir avec la jeunesse congolaise, aujourd'hui considérée comme épine dorsale de son combat qu'il mène inlassablement pour la libération de la République démocratique du Congo, pays sous occupation et sous tutelle étrangère. Monsieur Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, bonjour et bienvenue sur nos antennes. Bonjour Grégoire. Merci pour votre invitation et bonjour à tous les jeunes patriotes et à tous les patriotes congolais. Merci Excellence pour animer cette édition spéciale de la voix de la résistance congolaise. J'ai l'honneur donc d'avoir sur nos antennes mes deux éminents confrères du côté de la Manche, Kerwin Maïzo, mon frère, un confrère aussi Pierre Kama. Confrère Kerwin, bonjour. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Vous n'êtes pas seul, comme je viens de le dire, vous êtes accompagné de mon confrère Pierre Kama. Pierre, bonjour. Bonjour à tous également. Merci d'être venu, Excellence. Sans plus tarder, avant que je ne remette la parole à mes confrères, comment vous portez-vous? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Je le bénis pour la santé qu'il m'a donnée pour l'année 2014 et je lui rends grâce à l'avance pour l'année 2015. Merci. Merci beaucoup. Sans plus tarder, passons à l'essentiel de l'entretien d'aujourd'hui. Le premier thème que nous avons réservé pour vous, parlons un petit peu du dernier discours de celui qui se fait appeler Joseph Kabila à la nation. Pour ce faire, je passe la parole à mes confrères du côté de la Manche, Kerwin et Pierre, vous avez la parole. Merci Grégoire de nous passer la parole. Nous savons qu'il est extrêmement difficile d'avoir M. Ngbanda en interview, parce que c'est quelqu'un qui s'entoure de beaucoup de précautions. Et lorsqu'on a eu un entretien de 5 minutes, histoire d'éroder les micros, avant cette interview, il nous a parlé des précautions de sécurité qu'il doit prendre pour donner des interviews. Et ça m'a rappelé l'histoire du commandant Chamachoul. Comment il a été assassiné par 2 journalistes. Bon, lui, aujourd'hui, ce soir, on ne va pas l'appeler Chamachoul. Et nous ne sommes pas des journalistes assassins, ou présumés, disons, des assassins potentiels, mais nous sommes reconnaissants que malgré son emploi de temps assez chargé, qu'il ait accepté de nous accorder cette étude qui, je l'espère, nous éclairera sur beaucoup de choses. Alors, monsieur Pierre Kama, à vous l'honneur. Moi, je suis un peu plus jeune que vous, par respect aux aînés, je vous passe le micro. Merci Kerwin, je dirais une fois de plus bonjour aux compatriotes, bonjour Président. Et ma question justement se réfère au thème, le dernier discours de Kabila à la nation. Alors en m'adressant au Président, j'ai dit, est-ce qu'il peut nous donner ses impressions sur ces discours, le discours qui a été prononcé le 15 décembre devant le Congrès? Bien.
Ce discours, on l'a appelé, en ma connaissance, ils ont parlé du discours de l'état de la nation. Mais ce que j'ai entendu, ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. Pour tout homme politique avéré, il ne peut pas appeler ce que nous avons entendu et la feuille que nous avons sous nos yeux, l'état de la nation. Je crois que je n'ai pas ergoté là-dessus, c'est si clair parce que ce que nous avons entendu, il s'agit d'un petit discours de quelqu'un qui renouvelle des promesses redondantes qu'il a faites après ces élections frauduleuses et de quelques réalisations qu'il compte faire ou des fausses réalisations qu'il n'a pas pu réaliser. Et des promesses qu'il sait qu'il ne réalisera jamais, comme les 5 chantiers dont on a rabâché les oreilles aux Congolais et dont personne ne parle plus du tout. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui m'intéresse, c'est de constater que à la fin de son discours, Kanambe a dit, en conclusion, l'état de la nation est bon. Supposons que ce discours était un discours sur l'état de la nation. Et il dit l'état de la nation est bon. Je ne sais pas ce qu'il appelle l'état de la nation est bon, parce que ça, c'est se moquer du peuple congolais et de l'élite congolaise. Lorsque nous savons que l'année 2014, les ONG et les experts de l'ONU ont bien quantifié 2 millions de Congolais à l'est du pays qui sont chassés de leurs terres, qui vivent comme des réfugiés dans leur propre pays, tandis que leurs terres et leurs maisons sont occupées par des populations rwandaises, burundaises et ougandaises, venir dire que l'état de la nation est bon, au moment où nous savons que tout l'est du pays, les Mbororo, les ADF, qu'on appelle les rebelles ougandais, ce qui est faux parce que ce sont des vocables qui ne tiennent pas debout, mais tous ces troupes étrangères à Lituri, à Beni, à Goma, tuent, violent, coupent nos enfants par des machettes, venir dire aux Congolais que l'état de la nation est bon au moment où les Kinois ont vécu les massacres, les viols, les humiliations des centaines de Congolais chassés de Brazzaville vers Kinshasa comme des animaux, ces victimes que Kanambe n'a même pas eu le respect de pouvoir rendre visite, ne fût-ce qu'une seule fois, alors qu'il passait chaque fois devant eux pour aller à Kingakati. Dire que l'état de la nation est bon, au moment où les Kinois ont vu les cadavres de leurs enfants dans la rue, qu'on a assassinés sous prétexte de Kuluna, dire que l'état de la nation est bon, au moment où le pays a vu les assassinats de des généraux de forces armées et des officiers supérieurs, avec l'élimination systématique de tous les témoins de ces crimes. Alors venir dire au pays que l'état de la nation est bon, moi je trouve que c'est vraiment une injure. Sur le plan économique, Kanambe vient dire aux Congolais que le pays est vraiment modèle, que la RDC est citée comme modèle dans le monde à cause de la croissance. Il parle des chiffres de la croissance. Et venir parler aux Congolais des chiffres de la croissance au moment où les familles mangent par délestage, les enfants étudient par délestage, les enfants sont soignés à l'hôpital par délestage, les maisons sont éclairées par délestage, les gens ont de l'eau potable par délestage, le seul domaine où il n'y a pas de délestage, c'est le cimetière. Alors venir dire aux gens que l'état de la nation est bon, moi je suis philosophe et je sais que dans le domaine de la philosophie,
Les chiffres sont dans le domaine de l'abstrait. Pour autant qu'ils ne s'appliquent pas à la réalité ou aux réalités matérielles. Donc, vous voyez, mes frères, quand on vient nous parler de l'état de la nation est bon, moi je trouve que c'est une injure. Et j'aimerais un peu relever quelque chose, 2 choses pour terminer. C'est le ton faussement nationaliste que Kanambe a adopté pour essayer de dénoncer l'ingérence de l'Occident. Mais j'ai dit, il prend les Congolais pour les idiots. Mais lorsque, en janvier 2001, les Occidentaux l'ont placé à la tête du pays, ce n'est pas de l'ingérence. Pourquoi il n'a pas dénoncé ça? Lorsqu'en 2006, les Occidentaux ont envoyé le fort, les troupes de l'Europe, pour la première fois en Afrique qu'on envoie les troupes de l'Europe pour venir imposer un système d'élection frauduleuse pour l'installer au pouvoir. Il n'a pas dénoncé l'ingérence de l'Europe. Et ces nombreux voyages qu'il a entrepris après les élections frauduleuses, le hold-up de 2011, pour aller solliciter le quitus de Paris et de Washington, ce n'est pas de l'ingérence. Donc vous voyez, moi j'estime que ce qui me dégoûte dans tout cela et qui fait mal, c'est de voir que malgré toutes ces choses-là, la classe politique applaudit à tout rompre et on voit des députés se mettre debout et applaudir. Et les députés composés des professeurs d'université et tout, qui applaudissent même les fautes de français. Quand ce bonhomme dit aucune raison, et puis après il se rend compte qu'il s'est trompé, il dit aucune raison, on applaudit. Mais c'est dans quel pays nous sommes? Moi je trouve que c'est humiliant la scène à laquelle on a vécu, mais heureusement, d'après mes renseignements, ce discours a été un non-événement pour le peuple congolais. D'abord, les Quinois n'ont pas d'électricité pour voir la télévision, et quand ils veulent, pour peu qu'ils peuvent voir la télévision, ils préfèrent ou écouter la radio. Et je crois que mon jeune frère Kervin l'a dit dernièrement dans une de ses sorties, des dernières sorties. Il y a des statistiques. Les Congolais écoutent plus RFI et les autres chaînes que leur chaîne de propagande. Donc ce discours a été un non-événement, mais parce que vous m'avez demandé ma lecture de ces événements, de cette mise en scène, je vous dis, c'est malheureux et c'est révoltant pour des raisons que je viens de vous évoquer. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Honoré Ngwanda, dans ces discours, Monsieur Joseph Kabila a semblé flatter la fibre nationaliste des Congolais en disant que les Congolais n'est pas n'importe quel peuple et en citant certains grands noms de l'histoire RD congolais. Quelle est votre réaction par rapport au fait qu'il ait ajouté sur sa liste Monsieur Antoine Kizenga et Monsieur Laurent Désiré Kabila? Et subsidiairement à cette question, comment jugez-vous le fait que le nom de Mobutu n'ait pas été cité? Je pose la question aux Mobutistes que vous étiez. Vous savez, Kervin, vous m'excuserez beaucoup. Cet homme-là, je ne lui reconnais pas le droit de parler de nos aînés. Il n'est pas congolais. Si c'est un Congolais, si c'est vous qui aviez prononcé ce discours, ça allait me faire mal. Que vous ayez parlé de tel ou pas de tel. Mais lui n'est pas congolais. Ce que je vais relever plus dans cette question que vous posez, Kervin, c'est que cet homme a commis la plus grosse erreur de sa vie. C'est lorsqu'il a cité le nom de nos ancêtres qui ont donné leur vie et ont versé leur sang, nos martyrs, comme les Kimpavita, comme les Lumumba et tout cela, comme les Kimbangu. On ne joue pas avec les esprits des morts. Et lui, il a joué avec les esprits des morts. Quand ces gens-là qui ont versé leur sang
Et eux, ils savent, il peut tromper les Congolais, mais il ne peut pas tromper ceux qui sont morts. Ils savent que c'est un imposteur étranger qui est venu et qui se joue des Congolais en évoquant leur esprit. Et je crois que là, il a commis la dernière erreur et lui-même en verra les conséquences. Merci. Grégoire. Merci Kérouine. Là, à moins que vous n'ayez peut-être autre sous-question là-dessus, nous pouvons passer donc à l'autre thème d'aujourd'hui. C'est à propos du débat autour des échéances électorales de 2016. Et là, je m'en remets à vous, Kérouine et Pierre. Merci Grégoire. Je m'en vais poser tout de suite la question suivante à monsieur Honoré Mbanda. Votre position sur les élections est suffisamment connue, bien que je remarque une certaine évolution dans votre dernier ouvrage que vous avez coécrit avec M. Patrick Mbeko, vers les toutes dernières pages, je pense la page 591 et 592, où vous dites en quelque sorte que vous n'êtes pas contre les élections fondamentalement, mais vous posez comme préalable que les pays recouvrent d'abord sa souveraineté avant d'organiser quoi que ce soit dans ce sens. Alors, nonobstant ce point de vue, quel regard avez-vous globalement sur la Constitution et au-delà sur les débats sur la modification constitutionnelle liée aux élections de 2016, si élection il y aura? Bien, Kervin, je ne pense pas que ma position ait évolué. Je crois peut-être que vous avez découvert ma position exacte. Ma position exacte a toujours été le même. On ne peut pas parler de démocratie sans élection. J'ai toujours dit que les élections, c'est bon pour un pays qui est souverain. Parce que les élections supposent l'exercice de la souveraineté. C'est ça l'élection. L'élection au niveau national, c'est l'exercice de la souveraineté. Et un peuple qui n'est pas souverain, il ne peut pas exercer la démocratie et il ne peut pas exercer les élections. Vous connaissez bien l'histoire, le pays, la France, pendant l'occupation française par les nazis. Mais vous voyez que dans l'histoire de la France, quand ils parlent de du début de la 4e République et de la 5e République, vous voyez qu'ils ont mis entre parenthèses les années du gouvernement de Vichy. C'est entre parenthèses parce que pour eux, le pays s'est arrêté pendant ce temps-là parce que le peuple n'était pas souverain. Donc nous ne pouvons pas parler d'un peuple souverain lorsqu'il est occupé. Et aujourd'hui, le pays, personne ne nie, quand je l'ai dit au début, dans les années 2000, dans les années 98 et tout, j'ai ramassé, j'ai eu le droit à tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui nie que le pays est occupé. Même les occupants, dans leur stratégie du mensonge, ils ont dû adopter le vocabulaire pour dire que le pays est occupé. Donc, pour moi, je crois que le débat sur les élections, je le dis très clairement, ce débat-là ne peut intervenir que lorsque vous et moi, Kervin, nous aurons chassé les Rwandais, les Burundais, avec les alliés extérieurs et internationaux qui les supportent pour occuper notre pays en vue de le balkaniser. Nous devons d'abord mettre fin à ce processus d'occupation et de balkanisation, et c'est après que nous pouvons organiser les élections. Donc là, ma position n'a pas changé. Merci. Président, je vais ajouter ceci. C'est vrai qu'il faut se battre, il faut libérer ce pays, comme vous le dites depuis longtemps. Mais pensez-vous que rester dans cette position peut vous aider à sortir ce pays de ces problèmes? Parce que ça fait un moment que ça dure. Je n'ai pas bien saisi la question. J'aimerais savoir si la position que vous voulez adopter, parce que vous avez dit qu'il faut d'abord libérer le pays, ensuite passer aux élections. Alors que nous savons qu'en face de nous, depuis 2006, je pense, nous avons assisté à une première élection et à une seconde, qui sont déroulées dans des conditions douteuses.
Et je pense que 2016 arrive et il n'est pas impossible que ceci soit répété. Alors pensez-vous que être dans l'attentisme peut aider à sortir de cette situation? Ce n'est pas être dans l'attentisme. Je ne vous ai jamais demandé d'être dans l'attentisme. Je vous demande toujours de nous battre. Et tout le travail que je fais, c'est de réveiller la conscience des jeunes, de réveiller la conscience des militaires, de réveiller la conscience des étudiants, de réveiller la conscience des mamans, pour que nous puissions nous mettre debout et libérer notre pays. La libération d'un pays, vous avez l'exemple sous nos yeux. Nous avons connu le dernier cas d'occupation en France. Vous avez vu que ce problème-là, c'était tout un peuple qui s'est mobilisé. Les prêtres étaient dans la résistance, les médecins étaient dans la résistance, les mécaniciens, les militaires, les gens de toute catégorie étaient dans la résistance pour essayer de se dégager de l'occupation. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, mon frère, celui qui est à la tête du pays, c'est un Rwandais. Ceux qui dirigent aujourd'hui les services sont des Rwandais. Aujourd'hui, toute notre économie tenue entre les mains des Rwandais. Et aujourd'hui, le pays est en train d'être occupé à l'est par les Rwandais. Tout l'est du pays, demain, ça va être, parce que même aujourd'hui, quand Kanambe vous parle de recensement comme solution, mais c'est tout simplement pourquoi il a choisi le recensement. Je vais vous illustrer par cet exemple. Il a choisi le recensement, pourquoi? Parce qu'il a compris que le combat que nous menons ensemble et qui a sensibilisé quand même l'extérieur, l'a bloqué sur le processus des élections, le processus de tripatouillage de la Constitution. Et comme il ne peut pas tripatouiller leur Constitution, que moi j'appelle la charte de l'occupation, parce qu'il modifie ça quand il veut, comme il veut, c'est taillé sur mesure pour pouvoir servir l'occupation. Mais comme cette fois-ci, il n'est plus en phase avec ceux qui l'ont mis au pouvoir et qu'il ne peut pas arriver à tripatouiller, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut maintenant recourir au recensement. Pourquoi le recensement? Parce qu'avec le recensement, il va faire d'une pierre deux coups. Premièrement, il ne saura pas faire le recensement avant 2016. Vous savez pourquoi il ne peut pas le faire avant 2016? Parce que les conditions ne seront jamais réunies. J'ai déjà dénoncé cela. Notre centre national de documentation pour les documents de la nationalité congolaise, le centre national là a été complètement, toutes la documentation, les archives ont été transférées après l'occupation de Kinshasa par James Kabarebe et Kanambe Hippolyte. Il y a eu plusieurs C-130 qui ont transporté les archives vers Kigali. Et les quelques autres archives qui sont restées ont été purement et simplement brûlées. Ça a été la même chose pour le Kivu. Toutes les archives de l'identification au Kivu ont été transférées au Rwanda. C'est avec ces documents-là que Paul Kagame est en train de fabriquer des passeports congolais que lui envoie Zoé, qui est en train de fabriquer ses passeports à l'hôtel de Monnaie à Kinshasa. Vous voyez la chaîne de l'occupation, comment elle fonctionne. Zoé envoie les passeports vierges à Kagame. Kagame maintenant distribue et envoie les gens en Europe sous l'identité congolaise. Ça c'est un. De deux, l'occupation qui se fait au Kivu. Je vous ai dit, 2 millions de Congolais ont été chassés de leurs terres. Ils sont remplacés par qui? Par les Rwandais. Et pendant ce temps, l'opération
d'occupation et d'évacuation des populations rwandaises vers les terres congolaises à l'Est continue. Posez la question aux gens de l'Est, ils vous le diront. Parce que nous avons des gens qui nous informent chaque jour de tout ce qui se passe là-bas. Ce qui fait que dans quelques années, dans quelques mois, dans les zones qui ont été visées, les Rwandais seront majoritaires. Avec maintenant le recensement, Kanambe va leur donner les pièces d'identité congolaises et ils seront définitivement congolais et légalement congolais. Quand ils seront maintenant majoritaires, ils vont réclamer l'autodétermination et après l'autodétermination, l'annexion au Rwanda. C'est ça le processus d'occupation. Et c'est ce processus-là que nous combattons. Pardon, oui. Parce que je pense que chacun de nous a eu vent de l'annexion des terres congolaises par le Rwanda. Pouvez-vous nous en parler si vous êtes au courant, vous avez des informations? Parce que nous avions parlé justement il y a quelques mois, je pense, de l'annexion justement de plusieurs kilomètres, je pense. Hein, j'en ai entendu parler, moi, par le média. Il y a déjà eu une dernière annexion qui a eu lieu il y a quelques mois avec la fameuse commission qui était partie à l'Est pour discuter avec, soi-disant discuter avec les Rwandais. Il y a eu toute une bande qui a été, ils ont revu la frontière à leur manière. Or, mon frère, il y a un principe qui a été consacré à l'OUA quand il a été créé. C'est le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et ces frontières-là, nous ne les avons pas bougées et on a, depuis qu'on a revu les frontières à l'époque de la colonisation, on n'a jamais revu ces frontières. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, sur base de quel principe les Congolais acceptent que les Rwandais revoient la frontière? C'est parce qu'il y a un Rwandais à la tête du pays qui donne les instructions pour qu'on les applique. Mes frères, si vous ne comprenez pas ce mécanisme de fonctionnement, c'est que nous appelons dans notre livre le cheval de Troie, c'est un rôle important que Kanambe a là-bas. Même aujourd'hui, quand vous voyez tous ces gens s'agiter, tous ces Rwandais, ils se sont répartis les tâches pour pouvoir normalement, pour pouvoir phagocyter les Congolais. Et pour ça, ils utilisent des Congolais comme des nègres de service. Parce que tout ce travail-là est fait avec la complicité des Congolais. D'où, vous les Congolais, vous devez, vous les jeunes Congolais, les intellectuels Congolais, vous devez vous réveiller. Vous réveiller et surveiller cette situation de très près. Parce que n'attendez pas vos frères Congolais qui sont à Kinshasa. Ceux qui sont au Parlement, ceux qui sont au gouvernement, ils ne sont pas là pour défendre le Congo. Ils sont entrés là-bas sous condition, sous contrat. Vous entrez au gouvernement, vous acceptez tout ce qu'on vous dictera à condition que vous ayez vos miettes à la fin du mois. Voilà la situation grave dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, lorsque M. Honoré Ngwanda parle de Zoé, pour ceux qui ne sont pas au fait de l'actualité congolaise, il s'agit du petit frère de l'actuel président. Grégoire Watoupa. Merci beaucoup Kerwin, merci Excellence. Sans plus tarder, notre entretien continue son petit bonhomme de chemin donc, dans cette émission spéciale La Voix de la Résistance congolaise. Passons alors au troisième thème, si vous le permettez Excellence, c'est à propos de la situation d'insécurité qui bat son plein à l'est de la RDC. Et là, je m'en remets à vous Kerwin Pierre. Oui, alors ma question c'est... Depuis quelque temps, on a constaté un regain de violence à l'est du Congo, dans le territoire de Beni. Alors, le gouvernement de Kinshasa accuse les rebelles ougandais des ADF Nalu, mais sans expliquer les causes de ces regains de virulence dans la violence. Alors, certains acteurs ou certains observateurs pointent un doigt accusateur vers Kinshasa.
à l'officier des renseignements que vous êtes, M. Mbanda, je vous pose la question de savoir qui massacre actuellement à Beni et dans les environs et comment opère-t-il? Merci, mon jeune frère Kerwin. La situation est très claire dans ce qui se passe à Beni. Ce qui se passe à Beni entre dans le processus qu'ils ont d'éliminer les Congolais, de terroriser les Congolais pour qu'ils quittent leur terre et cèdent la place aux Ougandais, aux Burundais et aux Rwandais. Et quand je parle des Ougandais, ce sont des Tutsis Ougandais, des Tutsis Burundais et des Tutsis Rwandais. Parce qu'il s'agit ici d'un clan Tutsi qui a un plan qui a été élaboré. J'ai parlé de ce plan depuis les crimes organisés. Nous l'avons encore explicité en profondeur dans le dernier livre coécrit avec mon jeune frère et fils Patrick Mbeko. Tous les détails sont là pour vous montrer qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, Kervin, moi j'ai envoyé mes hommes en mission qui ont circulé et qui sont allés jusque dans les petits villages. Savez-vous que dans l'Ituri et dans les Awacha, Walikale et tout ça là-bas, quelle est la monnaie qui est utilisée? C'est le shilling ougandais. Posez la question, prenez votre téléphone, posez la question aux gens qui sont là-bas pour avoir la confirmation. C'est le shilling ougandais. Les routes sont réfectionnées par l'office de route de l'Ouganda. Nous vivons déjà l'annexion, la balkanisation à l'état réel dans la partie est du pays. Et la politique de ce qui s'est fait là-bas, on est en train de grignoter le terrain, et pour grignoter le terrain, ce sont les clans Tutsi, Rwandais, Burundais et Ougandais qui se déguisent en tenue. Les uns prennent la tenue de ADR, les autres prennent... Parce que vous voyez, comment pouvez-vous expliquer que les rebelles ougandais, si on dit rebelles ougandais, ça veut dire que ce sont des rebelles qui s'attaquent au gouvernement de l'Ouganda. Mais pourquoi ils viennent, au lieu d'aller attaquer les Ougandais, ils tuent les Congolais? Qu'est-ce que le peuple congolais a fait contre eux? Vous ne voyez pas qu'il y a là quelque chose qui ne tient pas debout? Ce ne sont pas des rebelles ougandais. Ce sont des Tutsis rwandais, burundais et ougandais qui font le trafic des uniformes. Même l'incident des uniformes qui est arrivé dernièrement avec les agents de la MONUC. Mais c'est une mise en scène. Depuis quand Kanambe ignore que les uniformes congolaises de la FARDC sont acheminés par les agents de la MONUC pour le compte des Rwandais? Parce que ces agents de la communauté internationale travaillent pour la balkanisation. C'est un vaste complot. C'est ce que nous essayons de montrer dans le dernier livre qui est sorti, pour montrer le rôle même de la communauté, l'implication, pas la complicité, mais l'implication de la communauté internationale. Parce que quand je dis la communauté internationale, je ne dis pas toute la communauté internationale, mais il y a ces forces qui dirigent aujourd'hui la communauté internationale. Certaines sont impliquées dans ce schéma de la balkanisation de notre pays. Ce sont ces forces-là qui sont derrière, ce sont ces forces-là qui tuent. Nous avons envoyé certaines missions. Ce qui se passe aujourd'hui à Kisangani. Aujourd'hui à Kisangani, il y a tension. Que les originaires de Kisangani téléphonent. Il y a des Rwandais qui sont à Kisangani, qui tuent. Et il y a une forte tension parce que nos militaires maintenant ont pris conscience de cette situation et il y a une forte tension.
lorsque eux, ils sont en train d'essayer de distraire le peuple congolais, mais le peuple congolais ne peut plus être distrait parce qu'elle est maintenant victime et elle comprend la situation. Elle est victime de la situation. On voit les militaires ougandais, rwandais, burundais vêtus de l'uniforme des FARDC et qui tuent les nôtres. Parce que nos militaires, depuis que notre pays existe, avez-vous vu nos militaires couper la tête des bébés ou des enfants de 2-3 ans dans la rue pour le plaisir de les décapiter inutilement? Ça n'a jamais existé chez nous. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une politique qui consiste à diminuer la démographie congolaise pour augmenter la démographie rwandaise, burundaise et ougandaise pour pouvoir après passer à la phase officielle avec la complicité de cette même communauté internationale dont certaines personnalités internationales, nous les avons citées dans notre livre. Je ne suis pas là pour pouvoir en parler à chaque fois, mais nous les avons cités pour montrer que ce que nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas en l'air. Nous devons identifier nos vrais ennemis, nous devons identifier les vrais auteurs des calamités qui tombent chez nous et du danger qui guette notre pays à cause des richesses de notre sol et sous-sol. Merci. Ouais, je reviens sur le plan Tutsi, en fait, parce que c'est un plan qui court depuis que vous étiez aux affaires, avec bien avant l'arrivée de Laurent Désiré et le Rwandais, enfin tout ce que nous dénonçons maintenant. Alors moi, je me demande pourquoi ne pas avoir agi en amont, bien avant, pour contrecarrer justement ce plan. Pour répondre très franchement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme cela. Vous savez, la politique, ce n'est pas de la divination. La politique, c'est la gestion des faits. On gère les faits. On peut faire des projections, mais on gère les faits. Et vous savez, la politique, c'est comme si vous êtes en train de creuser une mine de diamants. Vous ne savez pas où le filon va vous amener. Ces choses que je suis en train de vous dire, on ne les connaissait pas il y a 20 ans. Les gens qui étaient en train de préparer leur schéma et leur plan, ils ne le savaient pas. Mais c'est après, avec le temps, que nous avons découvert beaucoup de choses que je vous dis. Nous l'avons découvert. Remarquez ma démarche. Quand nous avons quitté le pouvoir, j'ai commencé par Ainsi sonne le glas. J'ai commencé par écrire ce livre Ainsi sonne le glas, où j'ai commencé à faire des réflexions sur les erreurs commises et qui ont conduit à la chute. Ces erreurs se relèvent d'une certaine manque de projection, de certains constats. Mais quand, par exemple, je prends un fait concret, un homme comme Museveni, qui est venu me voir pour dire, j'ai un plan avec notre mouvement pour mettre fin à la rébellion, à la situation qui est dans notre pays, à l'instabilité qui est en Ouganda et à prendre le pouvoir. Eh bien, en ce moment, notre préoccupation, c'était quoi? Le pays, à l'est du pays, était bloqué parce que tout l'est du pays, Kisangani, aux provinces orientales, sud, nord-sud, Maniema, tout cela était bloqué parce que l'économie de cette partie du pays-là passe par Mombasa. Et pour arriver à Mombasa, il faut passer par l'Ouganda. Et tant qu'en Ouganda, la situation était bloquée, on était étranglé. Et nous avons dit, ça c'est une situation importante, il faut aider à décanter rapidement cette situation. Mais en ce moment-là, est-ce que nous pourrions savoir que dans 10 ans, Museveni serait récupéré par les Américains et que Kagame, qui était dans son armée, pouvait être récupéré et retourné pour attaquer le Zaïre? Il n'y avait aucun indice. Par contre, si vous lisez mon livre,
en ce moment-là, j'avais dit au président Mobutu, il y a un danger que ces gens, après avoir libéré l'Ouganda, puissent s'attaquer directement au Rwanda qui est leur pays d'origine. Et au Rwanda, nous avions un pouvoir qui était en bon terme avec nous. J'ai été envoyé par le président Mobutu pour prévenir Habyarimana, faites attention avec ce qui se passe en Ouganda parce que ça peut se retourner contre vous. Vous voyez, en ce moment, nous prenions des précautions sur base des éléments dont nous disposions. Mais l'ampleur de la situation qui est aujourd'hui n'est pas due au phénomène purement local parce que nos analyses limitaient le danger, la provenance du danger au niveau régional. Et compte tenu des rapports de force que nous avions, compte tenu de l'armée que nous avions, nous étions sûrs que l'Ouganda, le Rwanda, l'armée du Rwanda ne pourrait jamais inquiéter notre pays, que l'armée de l'Ouganda ne pourrait jamais inquiéter notre pays. Mais il y a eu après une dimension qui n'était pas prévue dans nos analyses du moment, qui est celle des États-Unis, des Anglo-Saxons, qui, eux, avaient maintenant, après la chute du mur de Berlin, parce qu'au moment où nous faisions tous ces calculs, le mur de Berlin n'était pas tombé. Nous étions alliés avec les États-Unis, avec les Anglo-Saxons. Mais maintenant que les murs de Berlin sont tombés en 89 et qu'eux ont changé leurs calculs et leurs alliances que nous avons subies comme conséquence, on ne pouvait pas les anticiper. Vous voyez, c'est ça que j'ai dit, la politique, ce n'est pas de la divination. Parce que j'entends des gens qui disent « Ah mais oui, c'est vous qui êtes responsable parce que vous avez accueilli Museveni. » Oui, mais nous avons accueilli Museveni en ce moment. C'était important pour notre pays en ce moment pour débloquer la situation de l'étranglement d'une bonne partie de notre pays pour l'évacuation de notre économie vers Mombasa. Mais le changement des alliances qui allait intervenir en 89, la chute du mur de Berlin, on ne pouvait pas faire connaître ça et prévoir cela. On ne fait pas de la divination. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Londres, Grégoire Watupa. Merci. Merci beaucoup, Kerwin. Merci, Pierre. Je crois que, Excellence le Président, nous pouvons carrément passer à l'autre thème d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est à propos de la sortie de votre ouvrage coécrit avec votre jeune frère Patrick Mbeko, l'ouvrage qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Là, je retourne côté de la Manche, se trouve Kerwin et Pierre. À vous l'antenne. Voilà, à propos de cet ouvrage de 601 pages que j'ai lu et qui est quand même assez intéressant et agréable à lire, la première question qui me vient à l'esprit, parce que ayant lu tous vos ouvrages, vous et Patrick Mbeko, il y a une espèce de synthèse de tout ce que vous avez écrit. Mais avant de prendre cet aspect des choses, j'aimerais savoir, d'emblée l'ouvrage sort et on vous accuse de plagiat. Et apparemment, selon certaines rumeurs, je parle bien des rumeurs, il y a même un procès contre vous à Londres. Que dites-vous à ces propos? Vous savez, Kerwin, je répondrai à cette question par respect des téléspectateurs et par respect pour vous-même. J'aurais aimé ne pas même parler de ça parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure hors propos avant de commencer cette émission. Vous avez, vous les jeunes, la responsabilité de ne plus laisser la pègre à handicaper le combat, le noble combat pour la libération de votre pays. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, parce que cet ouvrage-là, vous l'avez lu, cet ouvrage a sémé la pagaille dans les camps des Rwandais. Parce que, comme vous l'avez vu, nous avons fait exprès, avec mon jeune fils Mbeko, de mettre toute leur stratégie à nu. On les a dénudés. Non seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. Et vous savez quoi? Au moment où nous parlons, j'ai reçu
les messages des 2 grands services africains qui m'ont contacté pour dire, eh bien, monsieur Mbanda, coup de chapeau et merci parce que vous venez de nous ouvrir les yeux. Parce que c'est un danger qui nous concerne, mais on ne s'en rendait pas compte. On voyait un danger, mais on ne mettait pas le doigt sur le danger. Mais ce livre nous permet maintenant de voir clairement, je ne vous cite pas ces pays, par respect et par discrétion pour eux, pour que je ne les dévoile pas. J'ai eu 3 autres personnalités politiques qui m'ont dit, nous allons tout faire pour que chez nous, tous les responsables lisent ce livre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce que ce livre a secoué le cocotier. Les Rwandais avaient pris toutes les dispositions, ont cherché tous les moyens pour essayer de saboter la diffusion de ce livre. Mais comme on n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces, j'avais prévu cette offensive, j'ai pris des précautions et j'avais donné des consignes précises à Amazon sur le système de commande de livres. Des consignes qu'ils ont respectées à la lettre. Donc tout ce qu'ils ont essayé de faire ont échoué. Mais compte tenu de l'impact, ils ont vu l'impact de ce livre, la seule façon c'est de pouvoir maintenant le discréditer. Voilà pourquoi ils ont mis le paquet. À Kinshasa comme ailleurs. Je vous ai dit et je vous dis ça clairement. Au moment où nous parlons leur joker, Kamere, il est là. Tout ce que vous voyez, ce bonhomme de Bongo sont en train de faire, c'est l'argent. Je vous ai dit ici que les Congolais ont été instrumentalisés. Les Congolais sont devenus, n'est-ce pas, des nègres de service. Mais heureusement, ils ont choisi, les Rwandais ont choisi des mauvais chevaux pour faire le travail, des idiots. Parce que Kevin et Pierre, vous êtes des intellectuels. Un homme qui parle de plagiat, la première chose qu'il fait c'est quoi? C'est de citer d'abord l'ouvrage qui a été plagié et ensuite d'indiquer dans le livre qui est sorti les pages où se trouve ce plagiat et les hommes intelligents prennent les 2 livres, ils disent ah, c'est vrai, dans l'ouvrage numéro 1, à la page telle à page telle, ou bien tel paragraphe et tel paragraphe, on le retrouve in extenso dans tel paragraphe. Si tel n'est pas le cas, au moins s'il a changé et édulcoré les phrases, on dit alors en ce moment-là qu'il a essayé, n'est-ce pas, de pouvoir copier et de modifier, mais c'est toujours une forme de plagiat. Mais le bonhomme qui vous parle de plagiat n'a même pas lu le livre. Il n'a pas lu le livre et il ne vous dira jamais les pages. De 2, il a parlé de Moulopo, que c'est Moulopo qui a été plagié. Eh bien, on a posé la question, Moulopo est passé à la radio, aux médias patriotiques, et il a promis même de porter plainte parce qu'il a dit qu'il n'a pas vu Bongos depuis 4 ans. Alors vous voyez à quel point ce bonhomme ment. Il ne l'a même pas vu depuis 4 ans. Il parle d'un quelqu'un de Bendele qui habite Londres, mais les gens de Bendele lui ont demandé, citez-nous les gens parce que quelqu'un qui est victime, pourquoi vous cachez la victime? Si vraiment, parce que le but c'est quoi? Parce que si le but c'est de pouvoir mettre les gens en garde contre le plagiat, mais la moindre des choses c'est de présenter les faits en bonne et due forme. Il ne vous donne pas le nom de celui qui est à Londres et il parle de Moulopo. Moulopo qui dit qu'il ne l'a plus jamais vu depuis 4 ans et Moulopo a décidé de porter plainte. Et moi qui vous parle, j'ai donné instruction à mon avocat de porter plainte, non pas parce que c'est un idiot comme celui-là qui a fait ça, non. C'est tout simplement pour que cette fois, les Rwandais sachent que je ne les laisserai plus jamais faire. Que Kamere sache que je ne le laisserai plus jamais faire. Il mourra sur son chemin. Les Rwandais mourront sur ce chemin.
La seule personne qui pourra m'arrêter dans ce combat, c'est Dieu qui pourra me retirer la vie. Mais tant que le souffle de vie coule dans mes narines, ils mourront sur leur chemin. J'ai demandé à Kamere une chose qui est simple. Donnez aux Congolais l'arbre généalogique de votre père. Parce que moi qui vous parle, je sais qui est Kamere. Et le rôle que Kamere joue. La nuit, il est en contact avec les James Kabarebe, les Bizi Makara, avec toute leur clique de Rwandais. Il communique avec Hippolyte Kanambe. Ils ont dit, toi, fais-toi comme ils avaient dit à Kanambe, fais-toi Congolais auprès de Laurent Désiré Kabila pour que tu restes dedans. Aujourd'hui, le cheval de Troie, c'est Kamere qui est là, qui vient avec l'argent et avec d'autres idiots utiles qui s'improvisent journalistes. Est-ce que vous avez déjà vu un journaliste, Kevin, Pierre, un journaliste qui n'a pas lu le livre? Il dit, je vais faire une critique littéraire du livre. Et il reconnaît lui-même, je n'ai pas lu le livre. Mais il pose des questions sur le livre. Est-ce que c'est un pays, ça? Vous ridiculisez l'élite congolaise. Mais tout cela pour l'argent au service des Rwandais. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est dégoûtant pour moi de parler de ça. Mais vous avez raison de poser la question parce que ça jette la confusion. Mais leur but, c'est de discréditer. Et je vais vous dire une chose. C'est lui qui a fait l'émission, il s'est dit critique littéraire. Vous savez ce qu'il a fait? Il écrit maintenant en privé à Patrick Mbeko. À Patrick Mbeko, quand je critique, ce n'est pas vous, hein? Vous n'êtes pas concerné. Mais on est deux co-auteurs. Comment vous pouvez savoir dans un livre que ce passage-là a été écrit par Mbanda et ce passage a été écrit par Mbeko? Est-ce que nous vous l'avons dit? On n'a dit ça à personne. Mais comment vous pouvez savoir que c'est Mbanda qui a écrit ce passage? Parce que Bongo ça a écrit à Mbeko, à Patrick Mbeko, ah non mais cette histoire ne vous concerne pas. Mbeko lui a répondu, vous êtes un fou. Vous n'êtes pas normal, vous êtes un fou. Parce qu'il croit que s'il flatte Mbeko, alors Mbeko va dire oui, ça, donc comme je ne suis pas concerné, tirez sur lui. Il ne sait pas que c'est un jeune qui combat pour son pays. C'est pour ça que j'ai dit, mes frères, vous êtes des jeunes. Vous ne devez pas laisser ce pays à des idiots. Le combat que nous menons aujourd'hui, j'ai écrit ce livre, c'est pour vous donner des armes, pour que nous puissions nous battre d'égal à égal, pour que vous puissiez vous battre d'égal à égal avec les autres, les ennemis qui attaquent notre pays. Notre pays est constitué dans la tête des gens là, de la communauté internationale, comme leur propriété, comme une terra nullius. C'est-à-dire une terre qui n'appartient à personne, donc à tout le monde. Et si nous, et vous, les jeunes Congolais d'aujourd'hui, nous n'intériorisons pas ces notions-là, nous risquons demain de perdre notre pays. Moi, je compte plutôt sur vous. Et c'est pour cette raison que vous ne devez pas laisser l'espace à ces idiots. Vous devez occuper l'espace et vous concentrer sur le vrai combat. Mais qu'ils disent Mbanda a plagié. J'ai écrit 5 livres politiques, 5 autres livres religieux. J'ai écrit plus de 10 articles scientifiques dans des revues scientifiques. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je viendrai plagier. On plagie lorsqu'on ne connaît pas le sujet. Ces sujets-là, ce sont des faits que j'ai vécus. Et je partage cette expérience avec mon fils qui a dit, papa, moi je veux faire quelque chose. J'ai dit, viens, on se met ensemble, je te connais, on ne se connaissait pas physiquement, on n'a pas besoin de ça, mais je te connais intellectuellement à travers tes ouvrages. Avec ce que vous avez fait, on peut compléter nos 2 expériences ensemble pour produire quelque chose de solide et montrer à vos frères que les jeunes ne sont pas là simplement pour critiquer les vieux, et les vieux ne sont pas là seulement pour mépriser ou écraser les jeunes, que nous pouvons nous mettre ensemble pour sauver notre pays. C'est ça le message dont j'ai besoin. Mais pour tous ces idiots utiles, eh bien cette fois j'ai décidé, mon avocat va s'occuper de lui. Voilà la réponse que je peux vous donner.
Très bien, vous avez écrit Crime organisé en Afrique centrale. Ensuite, vous êtes sur celui-ci, hein, c'est un livre à demain, on va dire, Stratégie du chaos et du mensonge. Mais quel message voulez-vous transmettre à travers celui-ci, Le message est simple, mon jeune frère. Le message que je veux transmettre est simple. Je vais partir peut-être de l'entretien qui a eu lieu, d'une phrase que Mobutu a prononcée à Laurent Désiré Kabila sur le bateau Outénika. Lorsque Mobutu a rencontré Laurent Désiré Kabila sur le bateau Outénika, c'était à huis clos. Et quand c'est fini, moi j'ai posé directement la question au président Mobutu. J'ai dit, Maréchal, comment ça a été l'entretien? De quoi avez-vous parlé? Bizarrement, le maréchal Mobutu ne m'a dit qu'une seule phrase. Il a dit, j'ai dit à Kabila ceci. J'ai dit, Kabila, les gens qui sont derrière vous pour me chasser du pouvoir et m'humilier comme vous le faites là, soyez sûrs, demain ils vous feront la même chose. Parce que moi je les connais et ce que j'ai fait pour eux, vous n'avez jamais fait et vous ne le ferez jamais pour eux. Mais si eux ils vous utilisent pour me faire ce que vous faites là, soyez sûrs que demain ils vous le feront. Et je crois que au mois de 2001, Laurent Désiré Kabila s'en est souvenu. Qu'est-ce que je veux dire? Cette phrase est fondamentale. Ça veut dire que les dirigeants de mon pays n'ont pas assez compris et identifié à temps leurs ennemis. Mobutu a toujours considéré les Occidentaux comme ses amis. Il parlait toujours de mes amis occidentaux. Il n'a pas compris que ces gens-là, aux yeux de ces gens, lui n'était que un représentant, mais que c'est eux qui étaient les propriétaires de ce pays. C'est que j'ai voulu, au travers de tout ce que je fais, le premier livre, j'ai fait plus l'autocritique des erreurs que nous avons commises. Dans mon deuxième livre, Crime organisé, j'ai plus voulu identifier les causes, les origines de tous ces conflits que nous avons connus en 96. Mais dans le dernier livre avec Mbeko, nous avons voulu surtout montrer aux jeunes que vous êtes, vous donner plus des armes pour dire non seulement voilà les ennemis vrais que nous avons, voici comment eux ils pensent, voici comment eux ils fonctionnent et voici les armes qu'ils utilisent et voici les méthodes qu'ils utilisent. Et si nous voulons demain gagner les grandes batailles que nous aurons à l'avenir et que nos enfants auront avec eux en avenir, léguons-leur ces instruments-là pour que demain ils puissent se battre avec eux d'égal à égal. Voilà le message que j'ai voulu, et avec mon jeune frère Patrick Mbeko, passer au travers de ce livre. Monsieur Honoré Mbanda, à la lecture de ce livre, on se rend compte que vous décrivez un adversaire puissant et coriace. Celui qu'on appelle abusivement la communauté internationale. C'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres pays extrêmement puissants, surtout ceux qui ont été autour de la table en 1885 lors de la conférence dite de Berlin. Alors, la description que vous en avez faite, c'est des gens sans cœur, très puissants, qui, quand ils tiennent à un objectif, quel que soit le nombre de morts, ils y vont jusqu'au bout et sans état d'âme. Et en même temps, vous fustigez le comportement de la classe politique congolaise. Ne pensez-vous pas que ce comportement est une espèce de renoncement parce que l'adversaire est tellement coriace, les gens se disent, le combat est perdu d'avance, occupons-nous de nos familles et qu'il n'y a plus rien à faire.
C'est vrai, vous avez raison, c'est une façon de voir les choses, mais je ne crois pas à Kervin. Non, d'abord, je le fais pour que vous, les jeunes, je dirais d'abord ceci, que ce combat auquel je vous invite, ce n'est pas un combat de tout le monde, non. C'est un combat d'élite d'abord et de la masse ensuite. Combat d'élite d'abord, combat d'élite. Et vous comprendrez pourquoi, parce que cette année qui vient, ce sera ça mon combat, le combat d'élite des jeunes. Parce que si l'élite ne prend pas conscience, je ne parle pas d'intellectuels, je ne parle pas de ces gens qui se présentent dans les YouTube et puis qui vous égrènent, moi j'ai 50 diplômes, j'ai 60 diplômes, ainsi de suite, non. Vous savez, ce n'est pas ça l'élite. Ce n'est pas la mémorisation des textes ou des livres des gens qui fait de quelqu'un, non. C'est l'intériorisation des valeurs. C'est ça l'élite. C'est ça qui fait la différence entre l'élite et un érudit. C'est l'intériorisation. Vous intériorisez les valeurs. Vous en faites vôtre. Ça fait partie de votre comportement. Parce que quelqu'un peut étudier la morale, il connaît toutes les règles morales, mais il ne les vit pas. Donc je parle ici de l'élite qui a intériorisé les valeurs, qui a intériorisé les principes, qui a intériorisé la problématique de l'occupation, la problématique de la souveraineté. C'est d'ailleurs mon premier livre que j'ai écrit, la problématique de la souveraineté dans les conférences nationales souveraines. Parce que c'est un problème important que l'élite puisse intérioriser l'importance de la souveraineté. Alors à partir du moment où l'élite a intériorisé cela, l'élite va maintenant éclairer la masse. L'élite va maintenant soulever la masse. L'élite va maintenant orienter la masse. Et alors j'arrive à une troisième conclusion, Kervin, c'est que tous ces gens-là, moi je les appelle à travers tous mes livres, je les appelle, n'est-ce pas, le rouleau compresseur. Ils marchent comme des rouleaux compresseurs. Eh bien, ils sont sans état d'âme, mais ils s'arrêtent devant une seule force, la force populaire. Alors, à partir du moment où l'élite congolaise aura pris conscience de ce combat, de l'ampleur et surtout de la nécessité même de ce combat, et que cette élite se sera mise debout. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux, non. C'est ici une question, la quête de la qualité. Et c'est la démarche que j'aimerais faire cette fois avec vous, les jeunes. Qu'on s'identifie. J'ai commencé par dire ça, identifiez-vous. Dès que vous vous êtes identifiés, réunissez-vous. Quand vous vous êtes réunis, répartissez-vous les tâches. Et à partir de ce moment, réveillons notre peuple. Quand notre peuple est debout, Kervin, ces gens-là vont s'arrêter. Parce qu'il n'y a qu'une seule force qui les arrête, c'est la force populaire. Vous avez vu, à partir du moment où un pays se lève à partir de la base, plus rien ne peut les arrêter. Donc c'est ça ma démarche, ce n'est pas pour décourager. Ce que j'ai décrit là, c'est pour l'élite, pour que l'élite en prenne conscience et que l'élite puisse être déterminée et réveiller la masse. Et une fois la masse réveillée, nous pourrons arrêter cette machine. Voilà ma démarche. Moi, j'aimerais en fait revenir sur une question qui me taraude en fait, par rapport à l'insécurité que je vais poser. C'est plutôt par rapport à l'évasion de Sultan Makenga et sa bande. En fait. Je parle M23, hein, je ne sais pas si vous pouvez nous dire un mot dessus. Mon frère Pierre, c'est encore là une illustration de ce que nous appelons stratégie du chaos et du mensonge. Vous voyez, tout cela, c'est parce qu'on vous a induit dans une fausse sémantique. Et à partir du moment où
vous n'avez pas la lisibilité des faits réels, alors vous passez à côté de la plaque. Je vais simplement vous renvoyer, remontant un peu le temps, jusqu'à la défaite, entre guillemets, de M23. Rappelez-vous que je vous avais dit, et j'ai été injurié comme d'habitude, que les M23 dont on vous parle là, ce ne sont pas des Congolais. Les M23, ce sont des Rwandais. Et si vous lisez, et comme vous avez lu notre livre qui vient de sortir, nous vous avons fourni toutes les preuves là-dedans. J'aurais aimé que quelqu'un qui possède des faits contraires puisse nous les opposer. Il n'y en aura pas, parce que ce sont des faits réels. Nous citons les rapports de l'ONU, des experts de l'ONU sur le terrain, qui donnent eux-mêmes les preuves et les confirmations qu'il s'agit bien des Rwandais et pas des Congolais. Ça, c'est un. De deux, lorsque on vous a dit que l'armée congolaise a vaincu le M23, nous vous avons donné des faits pour montrer où est-ce que vous avez vu une victoire sans bataille. Ces gens-là avaient été rappelés suite à un compromis. Un compromis qui a été fait en haut lieu entre les occupants, leurs alliés et leur cheval de bataille chez nous. Où avez-vous vu une armée qui a gagné la bataille et à qui on impose la négociation vis-à-vis du vaincu? C'est tout cela, mon jeune frère. C'est quand vous mettez ces faits successifs, vous ne pouvez pas vous étonner de ce qui se passe maintenant. Je vous avais dit l'année passée déjà que Kanambe ne sortira pas son gouvernement tant que ce problème de M23 n'est pas résolu. Ça a fait 1 année et 2 mois qu'il est venu vous pendre le mastodonte qui est sorti là. Et comme il n'a pas su résoudre ce problème, compte tenu du travail que vous et moi nous avons fait pour réveiller les Congolais autour de cette mascarade, eh bien, ça a créé maintenant du remous et du désordre de l'autre côté, comme ils sont en train de se préparer maintenant à une autre phase. Croyez-moi, la pression qu'il y a maintenant, Kanambe ne peut plus changer la constitution, il doit aller au système il a choisi la stratégie qu'il appelle déjà dans leur laboratoire le plan Gbagbo. C'est Bizi Makara qui a donné ce nom. Je vous donne même le détail à ce plan, le plan Gbagbo. Le plan Gbagbo, ça veut dire que le recensement qu'ils ont fait, qu'ils vont faire, cette opération prendra au moins 4 ans, comme ce fut le cas de Gbagbo en Côte d'Ivoire, quand il y a eu, son mandat avait pris fin, mais il y a eu guerre qui avait divisé le pays en deux, et ça fait que son mandat a été prolongé de 4 ans. C'est ça qu'ils veulent faire, mais en se basant cette fois-ci sur l'opération de recensement. Mais dans cette opération de recensement, il faut créer l'insécurité à l'Est pour retarder le recensement. Et l'homme qui a été mis là maintenant, vous avez vu, c'est qui? C'est celui qui devait, n'est-ce pas, l'aider pour prolonger son mandat, Bochab. C'est Bochab qui est là? Et à la tête du recensement, c'est Loumanou. Et dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut donner beaucoup d'argent au ministère de l'Intérieur, donc à l'équipe qui doit conduire ce plan. Il faut alimenter son petit machin qu'il a fait pour le recensement et le ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez, tout cela est dans un ensemble. Ne prenez pas ce qui se passe là-bas comme un fait isolé. Museveni a une armée très forte. Ces gens qui étaient dans le camp militaire, ils étaient censés être sans armes.
comment les gens sans armes ont-ils pu sortir, quitter le camp, et au moment où nous parlons, ces gens sont déjà en uniforme de ADL dans l'Ituri. Ils opèrent déjà dans l'Ituri avec les uniformes des soi-disant rebelles, toujours problème de sémantique, des rebelles entre guillemets, des rebelles ougandais qui n'en sont pas un. Donc vous voyez, tout cela revient au problème que je vous ai dit au début ici, ça revient toujours à la même schématique. Si nous ne réglons pas le problème de l'occupation avec tout son schéma, parce que ce problème de l'occupation ne concerne pas un individu, cheval de bataille, de cheval de Troie, Hippolyte Kanambe, mais ça consiste à tout un système qui est sur place et qui remonte jusqu'au niveau de l'Occident. Mais c'est en nous organisant, et nous nous sommes organisés pour ça, et vous avez vu comment nous avons cette année-ci mené une bataille contre les multinationales, et avec les moyens de bord que nous avons, mais en travaillant avec intelligence. Vous avez vu comment déjà aussi au niveau de l'Occident, nous avons commencé à trouver écho de certaines presses qui font le relais, parce que là aussi c'est un problème de choix de méthodologie du travail, parce qu'il y a des lobbies qui sont en Occident et qui ne sont pas tous d'accord avec ceux qui exploitent et qui occupent chez nous. C'est question de faire du travail méthodique. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Alors, avant d'entamer le dernier thème, j'avais une toute petite question qui appelle une réponse brève. Vous êtes philosophe de formation. J'ai appris, c'est à vous de confirmer, que vous avez aussi un doctorat en psychologie de l'Université de Louvain. Donc, vous connaissez l'homme. Lorsque vous interpellez dans l'ouvrage dont nous parlons, Stratégie du mensonge et du chaos, lorsque vous interpellez les Africains, les Congolais, l'élite, les Africains, pensez-vous que les oreilles soient suffisamment longues pour vous écouter? Bon, je voudrais d'abord corriger une chose. Je ne suis pas friand des titres. Je n'ai jamais doctorat en psychologie, mais dans mes options en philosophie, j'ai fait une option spéciale en candidature en philosophie dans la psychologie, et en licence, j'ai fait la sociologie politique. Mais la question que vous me posez, je crois que l'interpellation que j'ai faite, je viens de vous dire, il y a 2 grands services africains qui viennent de m'écrire, de me contacter, pour me dire, vous nous avez ouvert les yeux, et ils m'ont demandé d'autres choses que je ne peux pas vous dire ici publiquement, mais cela veut dire que ça porte un écho. Il y a eu 2 hautes personnalités. Quand je parle de hautes personnalités, ce sont les hautes autorités de ces pays africains qui ont reçu ce livre que je leur ai fait parvenir, et l'une de ces autorités m'a même dit qu'il avait fait, il a lu le livre malgré ses occupations en une semaine. Quand un chef d'État met une semaine pour lire un livre de plus de 650 pages, je crois que c'est qu'il y a trouvé un intérêt, et ils m'ont dit, ce livre, les membres du gouvernement et les membres des services doivent l'analyser à fond, parce que c'est un livre de combat. Donc je crois modestement que les faits qui sont exposés, tels qu'ils ont été exposés, parce qu'avec mon jeune frère, je lui avais dit, j'ai dit, écoutez, essayons, moi j'ai toujours l'habitude, quand j'écris, j'essaye, parce que ce n'est pas facile. Mon premier livre politique que j'avais écrit, Afrique, démocratie piégée, beaucoup de gens se sont plaints, ils ont dit c'est trop philosophique, le langage est très compliqué, nous n'arrivons pas à comprendre. Alors, à partir de là, je me suis imposé une discipline, que tous les livres que j'écris, j'oublie mon niveau de philosophie, mon rôle de philosophe, et je m'attaque au problème, j'essaie de baisser le langage pour que le langage soit vraiment fluide et compréhensible. Et je crois que le message est passé.
Grégoire Ouattoupa à Londres à vous. Merci Kerwin. Nous acheminons petit à petit à la fin donc, de notre entretien d'aujourd'hui dans notre édition spéciale de La Voix de la Résistance congolaise. Alors Kerwin, Pierre, passons un peu au dernier thème, c'est à propos du bilan et perspective du combat de l'APARECO, l'Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo, donc bilan pour l'année 2015. Et à vous Pierre et Kerwin. Je vais poser une question à laquelle vous avez pratiquement au début répondu. Mais je reviens quand même parce que mes terreurs. Je veux dire, quel est l'état de la nation congolaise en cette fin de 2014, Président? Elle est occupée, mon frère. Le pays est occupé. Et je vous ai dit dans ma réponse que je vous ai donnée au début qu'on ne peut pas parler d'un pays au moment où les enfants mangent par délestage, sont soignés par délestage, vont à l'école par délestage et tout. Donc tout ce que j'ai dit au début, c'est ça l'état réel de la nation aujourd'hui. L'état de déliquescence complète, où les gens ne vivent plus en liberté, il n'y a pas de liberté. Vous avez des familles à Kinshasa, posez-leur la question. Les gens ont peur de leur propre ombre, ils ne communiquent pas, ils ne peuvent pas parler et tout. Donc ils savent qu'ils vivent sous un régime policier d'occupation. Les gens chuchotent quand ils doivent parler entre eux. Donc nous n'avons pas aujourd'hui le pays est en train de nous échapper, et c'est pour cette raison que nous avons l'obligation de nous battre très rapidement pour sortir notre pays de ces griffes d'occupation. C'est ce que je peux vous dire. Vous dites que nous devons nous battre rapidement pour sortir le pays de l'occupation. L'APARECO a 9 ans d'âge. Et l'année 2015 est une année charnière par rapport à l'agenda 2016. Il peut se passer beaucoup de choses en 2015. Le président de l'APARECO, qui est un homme de service, qui est un homme qui mène un combat, qui est un homme qui a l'information, peut-il dire au peuple congolais, comme cadeau de fin d'année, je ne vous demande pas d'exercer l'art divinatoire, pouvez-vous dire au peuple congolais si le bout de l'ornière est enfin visible? Vous savez, Kerwin, quand vous voyez, je peux vous rappeler rapidement les étapes de ma marche. En quittant le pays, j'ai commencé par l'autocritique, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 98. J'ai fait l'autocritique en ce qui concerne la chute du maréchal Mobutu. Ensuite, j'ai mis à la disposition du peuple congolais et de la jeunesse que vous êtes une autre arme, instrument de travail et une interpellation au sujet de l'occupation du pays pour vous dire le pays est occupé. Il faut que nous puissions nous mettre debout. Et voici pourquoi je dis que le pays est occupé, et parce que les gens qui nous sont attaqués, ce n'est pas un problème interne que nous, Congolais, on a eu, mais que l'affaire est venue de l'extérieur. Crime organisé. En Afrique centrale, révélation sur les réseaux rwandais et occidentaux. Et quand j'ai lancé cela, j'ai commencé directement aussi par réveiller, et je me suis tourné vers les militaires. J'ai commencé par mobiliser les militaires parce que l'élite militaire, ce que je croyais être l'élite militaire, j'ai commencé par mobiliser l'élite militaire. À Bruxelles, j'ai tenu 3 rencontres avec les officiers de tous côtés, ils étaient une bonne 50aine. Dès que les occupants à Kinshasa ont été alertés, ils ont envoyé des Congolais, un ministre congolais. Vous le connaissez, il est descendu à Bruxelles avec une mallette de dollars et qui a distribué aux généraux et qui a désorganisé tout le système. Parce que James Kabarebe l'a dit, et je l'ai dit dans Crime organisé, je produis le document. Je ne l'ai pas dit, je produis son document. Le mail qu'il avait envoyé à Roubaix-Roi. Il a dit les Congolais sont corruptibles. Il suffit de les corrompre et ils suivent. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui.
au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée, au niveau des hommes politiques, c'est que je vous ai dit, au niveau de Kamere, qui est là, qui distribue l'argent aux Congolais, qui oublie que ce bonhomme est rwandais et qui, eux, défendent. Ils disent non, Congo, mais prouvez-nous que Kamere n'est pas congolais. Mais nous lui avons demandé, posé la question à ces jeunes gens, mais demandez à Kamere, présentez-nous l'arbre généalogique. Tata Nayonani, Tata Nayonani, ta mère nous parle d'elle-même. Mais ta mère ne connaît pas son beau-père, Bokilo Naye. Ta mère ne le connaît pas, le père de ton père. Ta mère ne peut pas te dire, voici le père de ton père, s'appelle tel, il vient de tel coin et tel coin. Pourquoi il ne donne pas aux Congolais? Est-ce qu'il faut tout, il faut attaquer Mbanda, l'injurier, pour vous avoir demandé ça? Quand lui, il a dit que j'étais soudanais, moi j'ai produit l'arbre généalogique jusqu'à la 4e génération. Je ne l'ai pas injurié. Moi j'ai produit l'arbre généalogique et j'ai dit allez voir les Mbandi de ma région et posez-leur la question. Si c'est faux, c'est que j'ai produit là. Parce qu'eux, ils connaissent tout le monde. Mais qu'ils fassent de même. Parce que nous avons aussi des gens de l'Est qui nous diront, oui, c'est vrai, ce grand-père-là, on le connaît, il a été là et tout. Il a un représentant. Donc, nous avons réveillé les gens. Mais, on a constaté que dans ce réveil, dans ce mouvement de réveil, la corruptibilité des Congolais était telle que ça m'a coûté beaucoup d'efforts, des années durant. Alors, j'ai compris qu'en politique, quand vous essayez une méthode, je suis moi-même stratège, pas pour me vanter, parce que vous savez, Kervin, que la meilleure école de stratégie au monde se trouve dans les services de renseignement. Ce sont les stratèges des services de renseignement militaires qui renseignent et orientent les stratèges militaires sur le plan du combat pour pouvoir maintenant arrêter leur stratégie. Mais c'est eux qui les orientent. Donc moi, en cette qualité-là, j'ai compris, je me suis remis en question et j'ai compris en analysant les faits, comme vous l'avez dit, en tant qu'agent de renseignement, je me suis dit, il faut que je change de fusil d'épaule, tout en abandonnant pas l'autre dynamique. Je parle à demi-mot ici. Et c'est comme cela que l'année dernière, vous avez vu, j'ai dit, mobilisons-nous cette fois, non seulement sur les chevals de Troie ou les chevaux de Troie, mais sur leurs représentants locaux, c'est-à-dire les collabos, et sur leurs alliés extérieurs, c'est-à-dire les multinationales. Et vous avez vu que nous avons, pendant cette année, orienté les actions des manifestations, ça c'est la partie visible de l'iceberg, vers les multinationales comme les Apple et tous les autres. Et avec l'aide de Dieu, vous avez vu le résultat à la fin de l'année. Vers la fin de l'année, même certains de leurs médias ont ciblé ces sociétés-là. Ce n'est pas par hasard. C'est un long processus qui a été fait en sourdine pour qu'on en arrive là. Mais on ne va pas dormir sur les lauriers parce que même dernièrement, France 2 vient de... BBC vient de faire aussi une autre émission sur Apple. Et ils nous ont promis que ce n'est qu'un avant-goût. Parce qu'avec tout ce que nous leur avons fait parvenir en coulisses, ils sont outillés, ils ont fait leur propre enquête et ils sont allés au-delà des éléments que nous leur avions fournis parce qu'ils ont plus de moyens que nous. Ils peuvent prendre des avions, aller payer des sources que nous ne pouvons pas payer pour obtenir des informations que nous, on ne peut pas obtenir. Et fort de ce combat-là, j'ai dit aujourd'hui, nous arrivons au moment où vous voyez que le socle sur lequel le pouvoir d'occupation était assis
que ce soit au Rwanda, au Ouganda, comme à Kinshasa, ce socle est bougé maintenant parce que leur force provenait de leurs alliés anglo-saxons. Mais maintenant, ce socle-là, nous avons réussi à le fissurer. Ce qui fait que leur stabilité n'est plus comme avant. Voilà pourquoi je dis, il est important que maintenant, dans la phase que nous allons entrer, parce que nous sommes près du but, on n'est plus loin. Nous sommes près du but. Le chemin que nous avons parcouru et le chemin qui nous reste à parcourir, eh bien le chemin qui nous reste à parcourir est peut-être un tiers, peut-être un neuvième, peut-être un dixième. C'est pour cette raison que cette année-ci, moi, je m'en remets particulièrement à vous les jeunes. Et je crois que je pourrais plutôt conclure comme ça. Je m'en remets à vous les jeunes. Pour que, comme j'ai dit au début, ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème de qualité. Identifiez-vous. Il ne faut pas laisser le terrain à la pègre. Occupez le terrain. Occupez le terrain et ne laissez pas le terrain à la pègre. Parce qu'il y va de l'avenir, de votre avenir et de l'avenir de vos enfants et des enfants de vos enfants. La société aujourd'hui évolue à une vitesse vertigineuse. Le monde, le phénomène de mondialisation fait que le monde évolue à une vitesse vertigineuse. S'il y a un écart, l'écart va aussi augmenter à une vitesse vertigineuse qui se fera que dans quelques années, ce sera pratiquement irrécupérable. Regardez aujourd'hui ce qui se passe quand vous voyez en Europe, ils ont atteint le niveau, n'est-ce pas, de l'informatique très avancée. Les enfants déjà à l'école maternelle et tout sont en train de manipuler les informatiques. Vous voyez l'écart au moment où chez nous, les enfants mangent par délestage, vont à l'école par délestage, au moment où chez nous, aujourd'hui même, quand vous voyez certains universitaires, quand ils vous écrivent un document, vous posez la question s'il a reçu son bac, oui ou non. C'est ça qui est dangereux. Et aujourd'hui, quand vous voyez les autres pays africains, quand ils voient les histoires des bongos et tout cela, ils se posent la question, c'est ça l'élite congolaise. Les gens qui ont lu le livre, les Africains qui me contactent moi, ils courent derrière ce livre, ils profitent de ça et ils voient les idiots comme cela qui sont en train d'inonder les réseaux sociaux avec les inepties. Ils risquent de vous identifier tous à cette pègre. Occupez le terrain. Et je ne parle pas simplement d'opinion, je parle ici du combat que nous devons mener. Parce que nous devons libérer ce pays. Et pour libérer le pays, on n'a pas besoin de tout le monde. On a d'abord besoin d'une élite. Et cette élite-là va pouvoir réveiller la masse. La masse, elle est prête aujourd'hui parce qu'elle souffre. Elle est disponible et disposée. Ces questions, il lui manque qu'on lui donne une direction. Alors mettez fin à cette génération des Chancellor Kopamba. Des gens qui croient qu'aujourd'hui tout le monde peut être ministre, tout le monde peut être président, tout le monde peut être journaliste, alors qu'ils n'ont aucune formation. Tout le monde peut être médecin. Il suffit de le vouloir et de le décider. Non, ça ne se fait pas comme cela. Montrez au monde qu'il y a une élite qui existe. Et cette élite-là peut faire quelque chose pour sauver le Zaïre et notre Congo. Merci beaucoup. Président, moi je suis tenté de poser une question qui peut énerver éventuellement. C'est au fait une interrogation qui revient souvent quand on essaie de discuter avec une frange de Congolais et qui à chaque fois qu'on leur parle de la Pareco ou de Nganda, ils ont tendance à surviffer. C'est comme s'ils venaient dans le combat entre guillemets à reculons. À savoir, donc, ils sont tout le temps en train de ressasser le passé. Je parle évidemment du massacre des étudiants du 11 mai 90, hein, et du massacre des chrétiens du 6 février 92 également. 16 février. 16 février, pardon,
et 92 également. Je pense que c'est un sujet qui revient souvent. Je pense qu'il serait intéressant que vous apportiez un éclairage dessus. Ou s'il faut poser la question autrement, c'est lorsqu'on a été responsable et qu'on a travaillé dans les services de renseignement, dans n'importe quel pays du monde, c'est difficile que l'on sorte indemne. Comment vivez-vous cette situation? Parce que vous avez occupé des responsabilités. C'est impossible, même aux États-Unis, une fois que vous avez travaillé par exemple à la CIA, vous ne pouvez pas sortir indemne. Vivez-vous cette situation comme une injustice? Vous qui avez travaillé pour le pays, que vous puissiez traîner cette affaire comme un boulet? Je vous dis, moi, injustice ou pas, ce n'est pas là mon problème. Chacun est libre de son opinion. Moi, je crois, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de vous poser la question, pourquoi cette campagne? Parce qu'il s'agit bien d'une campagne. Pourquoi je dis une campagne? Prenez l'histoire de notre pays. Moi, j'ai été responsable des services de 85 à 90, donc 5 ans. Mobutu a été au pouvoir 32 ans. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le pays a eu au moins 17 chefs des services qui se sont succédés. Mais pourquoi on ne parle pas des autres? Aujourd'hui, au moment où je suis ici, les autres disent non, il ne faut pas parler de lui. Mais ceux qui sont au pays et qui collaborent avec les occupants, pourquoi on ne parle pas d'eux? Ça, c'est la première question que je vous retourne pour réfléchir simplement. Je vous dis, moi, mon problème, c'est que vous avez dit quelque chose, Kerwin, dans votre émission à Bendele. Quand quelqu'un vous attaque, posez-vous la question, pourquoi cet homme m'attaque? Alors, c'est ça que vous devriez faire. Que ce soit... le problème n'est pas est-ce que je suis sorti les mains propres ou les mains sales. Mais le problème, c'est le problème des faits. Massacre de Lubumbashi. Ça a eu lieu quand? Au mois de mai 90. Mbanda n'était ni chef de service, ni ministre de l'Intérieur, ni gouverneur. Mais pourquoi on parle de lui quand on parle de massacre de Lubumbashi? Parce qu'on a jugé les gens qui étaient responsables du massacre de Lubumbashi, on les a même mis en prison, y compris celui qui vient de mourir, Koya Diallo. Un autre est mort même en prison, Gata. Un homme de service, un responsable de service, Gata, est mort en prison, c'est lui qui était Redoc. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de son nom? Est-ce que vous avez déjà entendu ces gens parler de Koya Diallo? Et Koya Diallo était à côté de l'imposteur Kanambe. Mais est-ce que vous avez entendu ces Congolais dire « Ah, Koya Diallo, vous êtes à côté de lui et vous avez été encore responsable des massacres ?» Non. Mais en quoi je suis mêlé à ça? Quel est un document qu'on peut vous présenter pour dire « Mbanda a été cité dans le massacre de Lubumbashi ?» Zéro. Quand vous prenez le massacre des chrétiens, même Kamere, dernièrement, il dit « Mbanda a tiré, a fait tirer sur les gens. » Lui qui se prétend être un homme d'État. Il y a eu des documents d'État et il est un homme d'État. Il sait que quand il y a des manifestations, vous êtes en Europe, non? Vous connaissez les structures, mais ces structures sont chez nous aussi en Europe, en Afrique. Même si vous croyez que c'est la dictature, peu importe. Mais il y a eu des enquêtes. Et ces enquêtes n'ont pas été faites par les gens de Mobutu, ça a été fait par les opposants de Mobutu à la conférence nationale. Ils ont interpellé tous ceux qui étaient responsables de près ou de loin à ce massacre des chrétiens. Mais pourquoi ils n'ont pas interpellé Mbanda? Ils ont interpellé Ngouz, ils ont interpellé Mboula Mandungu, ils ont interpellé le gouverneur de ville, ils ont interpellé le commandant Sirko, ils ont interpellé tous les gens, ils ont fait un rapport et dans ce rapport, le nom de Mbanda n'apparaît pas.
Alors, si vous ne voulez pas vous fier aux faits qui sont là et vous voulez rester au niveau des élucubrations, libre à vous. Moi, je ne peux pas être tout le temps en train de dire je n'ai pas fait ceci ou je n'ai pas fait cela. Je crois que c'est un problème de mentalité, tout simplement. Posez-vous la question, pourquoi on en veut à Ngbanda? L'idiot là qui a écrit des feuilles de chou, Bongos, il dit, ah, c'est vous qui aviez mis Bisengimana à la présidence. Il me donne quel âge? Cet Artufle, lui, me donne quel âge? Quand Bisengimana est entré à la présidence, c'était en quelle année? C'est dans les années 68. Mais 68, moi, je n'étais pas encore... J'ai terminé mes études secondaires. Je venais à peine d'entrer à l'université. Donc, quand toi, tu es en première année de l'université, tu es déjà le collaborateur de Mobutu. Vous voyez, ce sont des faits comme cela. Vous voulez que j'aille passer mon temps comment, mes frères? C'est à vous poser la question, pourquoi on en veut à cet homme-là et pas aux autres? Pourquoi ceux qui sont maintenant avec les occupants et qui mangent avec les occupants, qui tuent avec les occupants, on ne s'attaque pas à eux? Il y a eu des chefs de service qui sont là, avec lesquels on a connu la période des coups d'État où on a pendu les gens, où on a tué les gens, où on a jugé les gens. À l'époque de Ngbanda, on n'a jugé personne, on n'a tué personne en tant que chef de service. Parce que ce sont les services qui dénoncent les coups d'État et tout. À l'époque de Ngbanda, qu'on me cite un seul nom d'un coup d'État qui a été dénoncé et pour lequel on a tué quelqu'un. Ça n'existe pas. Référé à Ngbanda et pas aux autres. Pourquoi? C'est à vous de répondre à cette question, mes jeunes frères. Ce n'est pas à moi. Je constate et puis j'ai dit, moi-même, j'ai fait mon analyse, mais ce n'est pas à moi de vous dire pourquoi ces gens-là s'attaquent à moi. Vous êtes des intellectuels, vous faites votre analyse et posez la question à ces gens pour quels sont les faits. Est-ce que vous pouvez me donner les faits et dire « Ah non, c'est comme ça. Ah non, c'est comme ça. » Mais personne. Je termine par une seule chose que j'ai faite. Depuis que je suis sorti en 1997, 96, j'ai dit à tous les Congolais, j'ai dit maintenant Ngbanda est à l'extérieur. Il n'est pas au pouvoir. Il n'a aucune immunité chez l'homme blanc. Alors, une seule famille congolaise, une seule, qui est victime d'un homme que Ngbanda a tué ou a fait tuer, mais qu'il porte plainte. Je l'ai demandé, moi-même je l'ai demandé. Et j'attends jusqu'aujourd'hui, c'est toujours les accusations, mais aucune plainte. Et je vous dis la dernière chose. À Kinshasa, Kanambe contrôle les services, l'AND, l'ANER, la DEMIAP. Et là-dedans, moi qui vous parle, je n'ai pas été simplement chef de service, j'ai été formateur, instructeur. Donc, les 3/4 des agents que j'ai laissés, c'est moi-même qui les avais formés en tant qu'instructeur. J'ai eu formateur de l'instructeur en Israël. Donc, ces gens-là, ils me connaissent. Quand vous êtes administrateur et que vous voulez tuer quelqu'un, c'est pas vous-même qui allez descendre avec votre voiture et la mitraillette. Vous allez envoyer quelqu'un, non? Alors, les gens que je pouvais envoyer, ils sont là à Kinshasa. Alors, si j'ai tué les gens, mais les gens, je ne pouvais le faire qu'au travers des hommes que je commandais, mais tous ces gens sont à Kinshasa. Mais pourquoi ces mêmes gens qui sont à Kinshasa, c'est eux qui viennent en mission partout, en Europe et en Afrique, pour chercher à m'éliminer? Alors, ils cherchent à m'éliminer et ils ne sont pas capables de sortir un dossier où je les avais envoyés dans tel ou tel endroit pour aller tuer ou faire tuer telle ou telle personne. Vous trouvez ça normal? Voilà, je laisse toute cette série d'interrogations à votre disposition.
Je ne cherchais pas à dire que j'avais les mains propres. Je suis passé aux médias, en public, j'ai dit, je demande pardon, parce que quand on a été dans les services où on a été, on emporte la responsabilité sur le niveau de l'État. Des erreurs, on ne peut pas dire que moi je n'ai pas commis d'erreurs, alors c'est qu'on est idiot. On a sûrement commis des erreurs. Quand vous prenez même mes livres, c'est plein de lieux où j'ai dit, ici je pense qu'on s'est trompé, ici je pense que, quand vous prenez même les crimes organisés, page 92, page 100, vous trouverez là-dedans sur le problème de Museveni, ou même bien que nous n'en étions pas responsables, j'ai dit, nous avons commis l'erreur avec le président Mobutu de n'avoir pas su prendre toute la mesure d'évaluation du danger. Malgré le fait que nous ne savions pas qu'en 1999, le mur de Berlin allait tomber. Mais j'en assume les responsabilités. Nous avons eu à supporter ou à aider l'UNITA à laisser le terrain aux Américains dans la guerre qui avait que eux a mené avec l'UNITA contre le MPLA. Cette décision, si nous le prenons avec le recul, on trouve que moi, aujourd'hui, si je revenais quelques années en arrière, je ne le prendrais pas. Mais je n'avais pas les mêmes paradigmes d'analyse et d'appréciation que j'en ai aujourd'hui, mais j'accepte. Voilà ce que je peux vous dire, que les erreurs, de responsabilité, je ne les élude pas. Mais la campagne qu'on fait pour me faire de moi une icône dans l'horreur, je laisse ça à la responsabilité de ceux qui le font parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien, vous avez bien répondu. Je me suis fait l'écho juste du Congolais, on va dire entre guillemets lambda, tout en le respectant, parce que ce sont des questions que les gens se posent au quotidien. Vous avez bien fait de le poser. Je n'ai lu d'aucune question et vous avez bien fait de la poser. Parce que bon, si ceci peut permettre aux uns de comprendre le sens de votre combat, je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde et pour la libération éventuelle de ce pays. Ouais. Et samedi dernier, autrement dit sauf erreur de ma part, nous étions samedi le 20 à la RTNC, l'émission Congo Histoire de Lotu Mandaté. Il vous a interpellé en disant que vous étiez dans les environs de la République démocratique du Congo. Ils sont au courant et même que vous étiez au Rwanda. Qu'en est-il? Ah mon Dieu. Vous savez, il y a cette stratégie du voleur qui crie au voleur. Ils savent qu'ils sont des collabos et ils travaillent pour l'occupation rwandaise. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'essayer de faire croire à tout le monde, non, lui aussi, il fréquente les Rwandais. Donc c'est ça. Parce que c'est la campagne qu'eux, ils essayent de faire. Le voleur qui crie au voleur. Quand vous poursuivez un voleur, vous dites Kanga Moïbi, alors lui aussi se met à courir pour dire Kanga Moïbi, alors les gens ont les regards tournés ailleurs et ils en profitent pour essayer de passer de côté. Vous savez, vous qui suivez la RTNC, vous savez que ce n'est pas la première fois qu'ils m'ont vu à Kinshasa. Hein? Ils me voient à Kinshasa tous les jours. C'est tous les jours qu'ils bouclent les quartiers de Kinshasa pour essayer de m'attraper. Ils le savent. Donc, les perroquets qui chantent comme cela, laissez-les chanter. C'est l'essentiel, c'est que nous fassions le travail que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas en criant, nous savons où vous êtes. Parce que s'ils savaient que j'étais à côté, mais pourquoi ils ne m'ont pas capturé? Parce que s'il dit, ah, vous étiez à côté, on sait où vous étiez à côté, ici, on sait où vous étiez, mais alors, pourquoi ils ne m'ont pas capturé? Parce qu'ils ont des hommes à Brazzaville, ils ont des hommes partout, ils envoient des commandos à Brazzaville et partout ailleurs pour essayer de me capturer. Ils n'ont pas besoin de chanter ça sur le toit, ils vont plutôt me capturer. Et si je suis au Rwanda, mais c'est le bel endroit pour qu'ils puissent me neutraliser.
Les Rwandais sont en train de payer les yeux de la tête pour me chercher partout en Europe, partout en Afrique. Alors, ce serait plutôt un cadeau. Pourquoi ils ne me neutraliseraient pas alors? Non, il faut, ça, ce sont des méthodes qui entrent dans cette stratégie du mensonge et du chaos pour essayer de distraire les Congolais. Merci beaucoup. Monsieur Honoré Ngwanda, vous avez interpellé la jeunesse. Et la jeunesse combattante ici en Europe est divisée parce que cette jeunesse s'identifie à certaines personnalités. Il y a des jeunes qui s'identifient à vous, il y a d'autres jeunes qui s'identifient à M. Etienne Tshisekedi, ainsi de suite. Et s'il y a conflit au niveau de la diaspora, ce n'est pas un conflit d'idées, mais c'est plutôt un conflit par rapport à la perception que chaque jeune a de la personne qui les représente. Ne pensez-vous pas qu'à votre niveau, une poignée de main par exemple, ou une visite, là où il est convalescent, allez voir M. Tshisekedi, votre aîné, lui serrer un coup de main, fera que la jeunesse s'apaise et que votre message puisse passer. Parce que chaque fois, lorsque les jeunes sont divisés, c'est toujours les bandistes contre les Tshisekedistes contre les Xidistes contre les Songolodistes contre les Pakaladistes, ainsi de suite. Si au niveau de M. Ngwanda, M. Tshisekedi, M. Songolo, M. Pakala, vous montrez l'exemple d'unité, ne pensez-vous pas que l'appel que vous venez de lancer à la jeunesse sera entendu? Sur ce, je vous souhaite, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année prochaine. J'ai toujours eu une attitude d'ouverture et de franchise vis-à-vis de mon grand frère Etienne Tshisekedi. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus à la phase des spectacles. C'est que moi, je ne cherche pas que les gens me suivent. Je vais vous dire ça très franchement. Tshisekedi, aujourd'hui, lui, se bat pour le pouvoir. La différence, lui, se bat pour le pouvoir. Moi, je ne me bats pas pour le pouvoir. Moi, je me bats pour la libération du pays. Et si lui peut être président, qu'il soit président. Mais moi, ce qui m'intéresse, je vous ai dit au travers de tout cet entretien, que ce qui est important pour moi, c'est la libération du pays. Il faut qu'on libère ce pays. Et celui qui ne se bat pas pour cette libération du pays, moi, je l'ignore. À la phase actuelle, je vais être franc avec vous. Je ne perds pas l'énergie avec les gens qui ne se battent pas pour la libération du pays. Que ce soit au niveau des hommes politiques comme au niveau des jeunes. Je vous ai dit ici, j'ai fait mon option. Et je vous ai dit, identifiez-vous et levez-vous. Je ne vous ai à aucun moment dit suivez-moi. J'ai dit levez-vous, organisez-vous pour que nous puissions libérer ce pays. Et pour libérer ce pays, on n'a pas besoin d'étiquettes. On a besoin de la volonté et de la détermination. Parce que les étiquettes nous feront perdre le temps et nous feront distraire à tout moment. Ce qu'il y a ici, c'est mon mot de la fin, c'est de vous dire à vous les jeunes, et mon combat pour cette année, qui va commencer l'année 2015, sera de m'adresser et de concentrer mes efforts, ma force, à vous les jeunes, pour que vous puissiez vous mettre debout, pour que vous puissiez vous identifier, les jeunes et l'élite intellectuelle, afin que nous puissions maintenant nous concentrer vers les actions ponctuelles, précises, parce que l'objectif n'est plus loin. Aujourd'hui, ceux qui avaient porté ces gens sur leurs épaules se remettent en question à partir de la profondeur et du sérieux du travail que nous avons fourni. Je ne pense pas que c'est en allant pour se mettre pour saluer Etienne Tshisekedi qu'on va résoudre le problème du Congo. Non, mon frère. J'ai tendu la main à l'UDPS.
Mais est-ce que si moi je vais aller le voir, ça va résoudre leurs problèmes internes? Ça va résoudre le problème de l'offensive des Rwandais au sein de l'UDPS? Vous savez, vous et moi, parce que moi je n'ai pas ma langue dans ma poche, vous savez, vous et moi, qu'aujourd'hui l'UDPS est pénétré par le pouvoir d'occupation rwandais. Ça, vous le savez. Eux-mêmes, les gens de l'UDPS le reconnaissent. Les actions sont entreprises au sein d'eux-mêmes pour essayer de sauver la barque. Regardons-les sauver d'abord cette barque. Mais au moment où eux-mêmes ne savent pas où ils veulent aller, ils ont des sérieux problèmes de leur propre identification et de l'orientation de leur combat. Si vous voulez conditionner la libération du pays à ça, je crois que là, nous allons devant des grands problèmes. Moi, je préfère me concentrer sur la libération du pays, me concentrer sur les jeunes qui sont prêts à être debout pour libérer le pays. Voilà ce à quoi moi je m'attelle. Je voudrais que vous les jeunes, vous puissiez prendre conscience et prendre les armes intellectuelles pour mener ce combat, parce que ce combat est un combat d'intelligence. Il faut que vous puissiez vous armer et ne pas laisser le terrain à toute la pègre qui essaye, qui est au service des Rwandais et des occupants rwandais, pour s'aimer la zizanie, pour détruire la qualité du travail et pour empêcher l'accostage de ce combat que nous menons. Il est de votre devoir. Moi, je n'ai jamais dit suivez Ngbanda, j'ai dit suivons la dynamique pour la libération, parce que dans aucun pays du monde, on libère un pays occupé par les élections. Aujourd'hui, on est en train d'omnibuler les gens par élection, et vous avez vu, pour les élections, on a voulu tripatouiller la Constitution. Comme ça ne marche pas, on va vous entraîner dans le domaine du recensement, et dans ce domaine-là, on va encore vous tourner en bourrique pour réconforter ou pour renforcer le processus d'occupation et pour retarder les échéances. Alors, c'est à nous de choisir. Ce sont là les enjeux. Les enjeux, ce n'est pas les mises en scène, mon frère. Je suis d'accord, moi je suis chrétien. Je n'ai rien, alors absolument rien, contre mon grand frère Étienne Tshisekedi. Vous le savez. Je l'ai dit à maintes reprises et je l'ai prouvé à maintes reprises. Mais ici, je suis devant la problématique de mon pays. Étienne Tshisekedi passera, Ngbanda passera, mais le pays, lui, il restera. Et si nous perdons ce pays, nos enfants seront comme des Palestiniens demain. Et nous en porterons ensemble la responsabilité. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Il faudrait que nous, qui pouvons encore faire quelque chose, et je sais que nous en sommes capables, nous puissions le faire. Et là, je recommande simplement ce pays, je recommande cette jeunesse à la grâce de Dieu pour que nous remportions la victoire au courant de cette année 2015 qui certainement nous réservera beaucoup de surprises. Je demande simplement que le Seigneur nous bénisse et bénisse chacun de nous et bénisse ce pays qui nous a donné ce grand et beau pays pour que demain nos enfants puissent dire que nos ancêtres, nos grands-pères et nos papas nous ont préparé et nous ont légué, comme nous chantons dans notre hymne national, un pays beau plus qu'avant. Merci et que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi et merci beaucoup, surtout meilleurs vœux à tout le monde. Je dirais courage et meilleurs vœux pour l'année qui arrive et bon, il ne faut pas se baisser les bras, continuer le combat et puis je pense que vous, ce sera payant. Merci, chers confrères. Merci à Excellence, Monsieur le Président national Apareko, Laurent Ngbanda. C'est la fin de notre édition spéciale de La Voix de la Résistance congolaise. Une émission spéciale aujourd'hui organisée et réalisée avec mes confrères Kerwin Maïzo et mon confrère Pierre Kama.
Ça a été un plaisir de vous avoir, Excellence, sur nos antennes de nos médias patriotiques. Avec mes confrères, aujourd'hui, nous avons abordé plusieurs thèmes, notamment le dernier discours de Hippolyte Kanambe à la Nation, le débat autour des sciences de 2016, la situation d'insécurité qui bat son plein, bien sûr, dans la partie orientale de notre pays. Nous n'avons pas manqué d'aborder le sujet relatif à la sortie de votre ouvrage Stratégie du chaos et du mensonge, tout ce qu'il y a eu comme encre et salive qui se fait couler. Nous n'avons pas aussi oublié de dresser le bilan et perspective pour le combat de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, le mouvement que vous dirigez avec brio. Merci à tous ceux qui nous avaient suivis, bien sûr, en ce moment-ci. Merci, quant à moi, Grégoire, au nom de tous mes confrères, je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité et à très bientôt. Bonsoir chez vous. Bienvenue à la voix de la résistance congolaise, un nouveau rendez-vous hebdomadaire pour mieux alerter, recadrer et informer les Congolais de manière continue. La voix de la résistance congolaise, c'est la voie vers la libération de la RDC.